C'est une des nombreuses informations pas tout à fait exactes diffusées sur son plateau. Le service public, ils sont en train de préparer. Alors visiblement, il passera plus, ce documentaire complément d'enquête. Contrairement à ce que répétait Pascal Praud la semaine dernière, complément d'enquête sur CNews, c'est bien ce soir. On vous décrypte les succès d'audience d'une antenne qui électrise les débats et qui est accusée par ses détracteurs d'être la première chaîne de désinformation en continu. Bonsoir, au nom de la liberté d'expression, peut-on aller jusqu'à raconter parfois n'importe quoi? On s'intéresse ce soir à CNews, une chaîne d'infos en continu pas comme les autres. C'est la plus regardée, mais aussi et de loin la plus sanctionnée pour ses intox, régulièrement qualifiée par le gendarme de l'audiovisuel de, je cite, manque de rigueur et d'honnêteté de l'information. On va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022. À partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Ce sont ces mots. Obsession pour l'islam et l'immigration, surexposition de l'extrême droite. On vous démontre chiffres, documents internes et témoignages à l'appui comment la chaîne du milliardaire Vincent Bolloré semble s'être mise au service d'un projet politique. Vincent s'est radicalisé, c'est évident. Ses plus proches collaborateurs disent ce qui l'intéresse, ce sont des médias de combat. On aurait adoré en discuter avec le présentateur vedette de CNews, officiellement adepte du débat. Quand t'es fort, tu viens. Moi, je peux aller sur n'importe quel plateau pour défendre ce que je dis là. Mais Pascal Praud a finalement décliné et il a même dissuadé une de ses fidèles chroniqueuses qui avait accepté de venir dans nos fauteuils rouges en l'appelant juste avant l'interview. On recevra donc un autre défenseur de CNews devenu député Rassemblement National après l'enquête de Lilia Melconian, Soigny Thiebaud et Pierre-Louis Devet. C'est un rituel immuable chez Patrick et Isabelle depuis près de 7 ans. Prendre le petit déjeuner en regardant religieusement leur chaîne d'information préférée. La diversité dans les commerces de centre-ville, notamment dans les petites communes. Certains maires trouvent qu'il y a moins de diversité. Depuis quelques années, ils estiment qu'il y a par exemple trop de kebabs ou de barbershop. Depuis qu'ils ont découvert CNews, ces retraités d'une auto-école passent chaque matin 1h30 devant leur télé. Des kebabs comme celui-ci, il y en a 5 à Clermont dans l'Oise, 5 barbiers également dans cette ville de 10 000 habitants. Et selon le maire, c'est déjà trop. Ah bah, vous voyez ça. C'est quoi ça ? Voilà, une information. Clermont, dans l'Oise, veut limiter les kebabs. Bon, et ça c'est vrai. Il y a énormément. On perd la gastronomie française. Des petits restaurants français, mais il y en a quasiment plus maintenant. Des sujets qui ne seraient jamais évoqués par les autres médias, selon eux. Plus proche de nos idées, enfin de nos préoccupations, on va dire ça comme ça. C'est vrai que maintenant, on ose un peu plus parler de ce qui se passe en France. C'est vrai. Alors qu'avant, bon, ça restait sous le tapis. On ne voulait pas soulever la poussière, comme on dit. Sur quoi, par exemple ? Sur les problèmes, on va le dire, sur les problèmes d'immigration, les problèmes de laïcité. Il faut reconnaître que maintenant, il y a de plus en plus de problèmes avec une certaine religion. Et c'est pour ça que CNews essaye d'éveiller un petit peu les Français. Ce jour-là, le reportage sur les kebabs est passé 5 fois sur CNews et a fait l'objet de 2 débats en plateau. Le sujet a aussi été évoqué dans les 2 autres médias qui appartiennent au même groupe. Le Journal du Dimanche. Explosion des kebabs en France, comment le sandwich turc a conquis le pays. Et la radio Europe 1. Des kebabs, des barbershops qui poussent comme des champignons dans les villes moyennes, comme à Clermont, dans l'Oise. Vous n'avez pas le sentiment quand même que c'est une chaîne d'information qui crée de l'anxiété en faisant uniquement des sujets sur l'immigration, sur l'insécurité ? Oui, peut-être. Peut-être, mais les faits sont là quand même. Ce que les téléspectateurs de CNews ne sauront pas, c'est qu'en réalité, il n'y a pas d'explosion du nombre de kebabs en France.
On en compte 9500, un chiffre stable depuis 10 ans. Un cabinet spécialisé dans les études de marché sur la restauration nous l'a certifié. Par comparaison, il y a aussi 15 000 pizzerias et 62 000 restaurants traditionnels. C'est parti. On va le mettre comme ça. Plus de 6 fois plus. Bonjour à tous et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Derrière ces 3 médias, une même figure, l'industriel Vincent Bolloré. Il en a fait un empire médiatique. Contrairement à ce que les gens imaginent, le secteur des médias, c'est le 2e secteur le plus rentable dans le monde après le luxe. Son objectif est-il uniquement économique ? Aucun des médias qui appartient à d'autres grands industriels n'est soumis à une mainmise idéologique de même nature. Il m'a dit, écoute, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022. Et à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. Désormais première chaîne d'information en continu de France, CNews bat des records d'audience. Le succès de cette chaîne, c'est qu'elle est anti-idéologique. Régulièrement épinglée par le gendarme de l'audiovisuel, comme pour ses propos. Là, on en est à un point où l'immigration tue aujourd'hui. Est-ce que c'est une chaîne islamophobe ? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Souvent accusée d'être une chaîne d'opinion qui fait de la désinformation. Il doit y avoir une différence entre une liberté d'opinion, un pluralisme éditorial et la manipulation de l'information. Là, c'est complètement une fake news. Si je ne crois pas à quelque chose, je ne vais pas essayer de le mettre dans mes antennes. Décodage du programme derrière ce succès cathodique. La figure de proue des médias Bolloré, c'est un ex-journaliste sportif, en direct 3 fois par jour à la télé et à la radio, 4h30 au total. Pascal Praud. Bonjour et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur CNews jusqu'à 10h30 et sur Europe 1 jusqu'à 9h30. Nous aurions aimé l'interviewer, mais dès le 28 mars dernier, il a décliné notre demande dans son émission. Il y a une chaîne qui m'a contacté et je leur ai dit que je ne leur parlais pas. Je crois que c'est Complément d'enquête qui prépare un magazine sur CNews. Bon, alors... Bon courage. Alors, je peux vous dire... Pourquoi vous leur parlez pas, Pascal Praud ? Mais parce que je connais leur reportage, je peux écrire leur reportage. Je peux dire ce qu'ils vont sortir. Ils vont sortir une image avec Claire Nouvian il y a 6 ans. Ils vont sortir une autre image avec, comment s'appelait cette jeune femme ? Avec Caroline Mécari. Non, mais attendez. Il fait référence à des clashs qui ont fait polémique en 2019 avec une militante écologiste. Si on m'avait dit que cette émission était en effet réactionnaire et climato-sceptique, en fait, peut-être je serais pas venue, en fait, pour commencer. Fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Ou encore avec cette avocate, ex-intervenante régulière de la chaîne, accusée de couper constamment la parole. Mais Caroline Mécari, mais c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez. Annulez le café. J'ai pas envie d'y aller, puisque le reportage est déjà écrit. Ouais. La il y aura personne pour vous défendre. Comme nous sommes au contraire très attachés aux débats contradictoires, nous avons sollicité plus d'une dizaine d'interlocuteurs côté CNews. Allez, go. Rares sont ceux qui ont accepté de parler face caméra, comme Carl Olive, député macroniste. Par là, Rocky. Un habitué des plateaux de Pascal Praud et du style très offensif qui a fait sa marque de fabrique. Si vous me laissez en placer une, mais non, mais parce que... Mais dites 2 mots, mais en quoi vous avez un président de la République qui met le feu en permanence. Là, Il y a des gens qui ont voté une motion de censure, c'est dans la Constitution, il explique que c'est anti-républicain. Bon, est-ce que je peux en placer une ? Non. Bon. Ce jour-là, il court avec son club. Une façon aussi de se préparer au combat télévisé.
Quand je suis invité à CNews à l'heure des pros, je sais à quoi m'attendre. Et donc je dis souvent à Pascal Praud, aujourd'hui vous pouvez y aller, je suis venu avec mes protèges tibia, mes crampons vissés. Tous les deux se connaissent depuis près de 40 ans. Ils étaient journalistes sportifs à TF1. À l'époque déjà, c'était un personnage, selon lui, avec un caractère très affirmé. J'ai découvert un jeune homme de 23 ans avec des grosses lunettes, un peu comme celle qu'il a aujourd'hui, très prétentieux, sachant tout, un petit con. Voilà. Et je lui dis, et il me dit, t'as raison, j'étais un petit con. Mais j'ai toujours vu chez lui d'abord quelqu'un de très cultivé et aussi quelqu'un qui est fidèle en amitié, mais qui est professionnel. Et quand, à la minute où le rec est envoyé, c'est-à-dire qu'on dit ça tourne ou qu'on est en direct, là, il n'y a pas de cadeau. Il fait son métier et je fais le mien. Hein? Allez, on y va, les gars? Attention, attention, je ferme. Attention, voilà. Le métier de Pascal Praud, animer, entre autres, une émission de débat en simultané sur CNews et Europe 1. Certains réduiront Jean-Marie Le Pen à la séquence du détail. L'heure des pros touche chaque matin plus de 2 millions de Français et commence toujours par un édito souvent sujet à controverse. Comme ici, le jour du décès de Jean-Marie Le Pen. Il a dit quand personne ne le disait encore que l'islam changerait le visage de notre pays. Force est de reconnaître qu'il avait vu juste. Il est 9h01. Toutes les demi-heures, un court flash info. En fin de programme, l'animateur parle culture. Dictionnaire Victor Hugo, qui est absolument formidable avec Sébastien Spitzer. Mais le gros de l'émission est consacré à l'actualité, avec des chroniqueurs opposition souvent très tranchés, anciens élus, essayistes, avocats. Bonsoir à Sarah Salman, Gilles-William Goldnadel, André Valigny, Éric Revel, Yohann Usaï. Au nom de la liberté d'expression, ils sont là pour donner leur avis sur tous les sujets, parfois sans expertise. Moi, j'ai une grande supériorité sur vous tous. Ah, intellectuel. Bien sûr. Je n'y connais rien. Je n'y connais rien. Mais j'ai de l'instinct. J'ai de l'instinct. Ce pays devient fou. Je dis absolument ce que je veux. Selon ce fidèle chroniqueur, le conservateur Maître Goldnadel, ce franc-parler, c'est justement ce qui plaît aux téléspectateurs. Il m'intéresse d'exercer mon influence. Et je pense que les gens sont aussi assez intéressés par mon point de vue. Les accrochages parfois un peu vifs tiennent régulièrement le public en haleine. Je suis désolé, on ne peut rien dire. Même si l'avocat conteste toute stratégie pour doper les audiences. C'est pas la même chose de tuer une personne et de tuer 100 personnes. Vous comprenez ça? Il m'est arrivé d'avoir de grosses engueulades publiques avec mon Pascal Praud. Certains de ses détracteurs disent de lui qu'il aime la polémique et que c'est aussi ça qui anime le débat et qui fait le buzz sur son émission, qui fait que ça marche bien. Il a peut-être le goût du débat, mais la polémique pour la polémique, comme je ne lui trouve pas d'artifice, je ne dirais pas qu'il a le goût de la polémique. Alors de temps en temps, il peut, à mon sens, ne pas me laisser parler assez, mais lui, il a le sens du rythme. Et ça explique en partie le succès extraordinaire de cette émission. Il aime bien surjouer l'excitation, l'indignation, l'interrogation, le mystère. C'est un personnage de théâtre, Pascal. Simon Dutin le connaît bien. Il a travaillé avec lui il y a 15 ans. À l'époque déjà, alors qu'il était journaliste sportif, Pascal Praud était, selon lui, un adepte du débat d'opinion, persuadé d'être en phase avec les attentes des Français. Pascal, il adorait parler politique avec les collègues, il adorait parler des problèmes du quotidien. Pascal, ce qu'il aime, c'est qu'on donne son opinion. Lui réciter ce qu'il a lu dans le journal ou ce que tout le monde a lu au même endroit, ça ne l'intéresse pas. Donc il va chercher souvent les gens pour savoir ce qu'ils pensent, vraiment. Et ça tranche par rapport à une ligne éditoriale qu'on a sur d'autres supports. Sauf, on ne se connaît pas, vous ne me poseriez pas une question en me donnant votre avis personnel. Pascal Praud donne son avis personnel. Une formule
qui ressemble à la recette du succès. En septembre, grâce à vous, CNews réalise le meilleur mois de son histoire et creuse l'écart avec ses concurrents. Merci. CNews, vive la liberté d'expression. Devenue cette année première chaîne d'information en continu de France, CNews touche chaque jour plus de 9 millions de téléspectateurs. Derrière cette réussite, il y a aussi un puissant chef d'entreprise, Vincent Bolloré. L'industriel, un proche de Nicolas Sarkozy, marqué à droite, est très vite soupçonné de vouloir construire un empire médiatique pour imposer ses idées. Alors, les chaînes sont souvent à l'image de ceux qui les lancent. Tout commence en 2005, quand il inaugure Direct 8 sur la TNT, son baptême du feu dans l'audiovisuel. Donc vous allez voir sur cette chaîne des choses que vous ne verrez pas ailleurs. 9 ans plus tard, il s'empare du groupe Vivendi, propriétaire de Canal+ et de la chaîne d'infos en continu télé. Le nouveau patron vient s'adresser en septembre 2015 aux journalistes de la rédaction, inquiets de le voir placer ses proches au poste stratégique. Certains redoutent une instrumentalisation de leur chaîne à des fins politiques. Nous nous sommes procuré un enregistrement exclusif de ces échanges. Première question d'ordre éditorial, quel est votre projet pour Dictélé après donc à devenir CNews? Alors d'abord, mon seul mot que j'ai pour dire indéfiniment, c'est l'impartialité. Et vous pensez que je suis un crétin absolu qui veut se servir de Canal pour faire une campagne politique, ce qui est un secret de polichinelle qui serait inventé en 2 minutes. Vous pensez que je suis là parce que je pense que Canal est un nom formidable et qu'on peut développer ce groupe. Si vous pensez que je viens ici pour faire des sous-entendus politiques, je pense qu'il y a un problème d'explication en effet à vous. 1 an plus tard, la rédaction lance un mouvement de grève pour exiger des garanties d'indépendance. En vain. Ce qu'on craint, c'est que cette rédaction ne soit plus vraiment une rédaction, qu'on ne soit plus des journalistes, mais des communicants au service de l'entreprise, au service du groupe, au service de Vincent Bolloré. Les 3/4 des journalistes démissionnent. La direction renouvelle les équipes, impose de nouveaux visages à l'antenne. iTélé disparaît pour laisser la place à CNews. Un homme a suivi cette ascension de près. Alain Minc. L'ancien lieutenant de Vincent Bolloré a même participé au début de son aventure audiovisuelle. Quand vous comparez ce qu'était C8 au départ et après ce qu'a été la poursuite de son groupe, vous voyez comment un entrepreneur peut partir de rien et bâtir quelque chose. Et ça, c'est un mérite que je lui reconnais, plus que reconnais. Enfin, c'est un grand entrepreneur. Ce journaliste connaît lui aussi l'homme d'affaires Parker. Et donc le voilà, je l'ai trouvé. Le directeur de Challenge, un magazine économique prisé des grands patrons, a interviewé régulièrement Vincent Bolloré depuis les années 80. Il dit avoir vu l'industriel se transformer. Vincent s'est radicalisé, c'est évident. Ses plus proches collaborateurs disent ce qui l'intéresse, ce sont des médias de combat. Et ça, c'est un nouveau Vincent Bolloré qui est apparu au fil de la montée en puissance de CNews. Il y a eu une espèce de révolution copernicienne qui l'a amené à devenir un acteur des médias avec une finalité idéologique. L'idée qu'il a, c'est effectivement de dire, tiens, dans les médias, il n'y a pas beaucoup de médias de droite. Et ça, il s'est dit, CNews, ça devrait être ça, d'autant plus que ça n'existait pas. C'est bien évidemment le modèle de Fox News. Et il s'est dit, peut-être que si ça n'existait pas, c'est le moyen de gagner de l'argent. Et donc, il a eu un réflexe à la fois d'entrepreneur, mais d'entrepreneur sacrément investi idéologiquement. Cette idéologie serait celle d'un catholique, fervent pratiquant. Vous allez bien, je vais mettre mon chapeau dans 2 minutes. Quelle chance, la chef de tout. Ça s'est bien passé? Le voyage. On le voit ici sur ces terres bretonnes en 2022.
lors d'une cérémonie religieuse pour célébrer les 200 ans de son groupe. Pour la journaliste du Monde Ariane Chemin, qui enquête depuis longtemps sur le chef d'entreprise, c'est sa vision de la France que véhicule l'antenne. Vincent Bolloré, c'est un catholique traditionnel, pas traditionnaliste, traditionnel, qui fait des pèlerinages, qui a des images pleuses dans son portefeuille. La religion catholique est chez elle sur le sol de France. Elle est née ici sur le sol de France. Lui, c'est l'église au centre du village, c'est préserver ce qui fait pour lui l'histoire française. Pour Vincent Bolloré, la religion est un moyen d'influer sur la politique. Il veut que la France reste catholique. C'est moins pour la religion qu'il dit ça que pour expliquer qu'il ne veut pas que l'islam devienne la première religion de France. C'est une obsession chez lui. Le catholicisme, c'est à la fois une culture et c'est aussi une vision politique. Et il a mis son empire médiatique au service de cette cause. Le tournant, selon elle, le début de la campagne présidentielle en 2021. Je crois qu'on a compris ce qu'était devenu Vincent Bolloré quand il a commencé à soutenir Éric Zemmour. Il a vu tout ce qu'il pouvait tirer de la personnalité d'Éric Zemmour. Il y a eu un feat entre les deux, il fait penser à peu près les mêmes choses. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Ce qui est frappant quand on écoute Éric Zemmour, c'est combien ce qu'il dit est personnel, unique, différent. Comme l'illustre cette façon de crier « Vive la République » et surtout « Vive la France ». Après avoir eu son siège de chroniqueur sur CNews pendant 2 ans... Bonjour à vous, Éric Zemmour. Bonjour, et je suis contente de vous retrouver. Le candidat Zemmour est désormais invité en majesté sur tous les plateaux. Zemmour est monté dans les sondages. Tout ça s'auto-alimentait et a permis que CNews devienne la première chaîne d'information, mais surtout devienne rentable. Contacté, Vincent Bolloré n'a pas souhaité nous répondre. Mais lors d'une commission parlementaire sur l'attribution des canaux de la TNT en mars 2024, le grand patron avait été interrogé, notamment sur le cas Éric Zemmour. La séance est ouverte. Monsieur Bolloré, menez-vous une mission politique à travers votre groupe médiatique, premièrement. Deuxièmement... Selon Éric Zemmour, c'est Vincent Bolloré en personne qui l'aurait convaincu de revenir sur CNews. C'était quelqu'un qui vendait des centaines de milliers de livres, qui était recherché par toutes les chaînes. Moi, j'ai déjeuné avec lui comme je déjeune avec beaucoup de monde. Et j'ai trouvé que c'était un garçon qui avait des idées, dans ce qu'il exprimait à l'époque, extraordinairement claires, et qui était compréhensible par les gens de la télévision. Et quand les gens de Canal l'ont choisi, donc c'est pas moi du tout qui l'ai mis à l'antenne. Il a été mis à l'antenne parce que tout le monde voulait le mettre à l'antenne. Sur le terrain, de nombreux journalistes affirment, eux, que la ligne éditoriale s'est largement politisée. Un ex-reporter a accepté d'en témoigner face caméra. Damien Deparnay était le correspondant de CNews à Lille. Il travaille désormais à France 3 Hauts-de-France. Qu'il existe une chaîne de droite en France, ça ne me choque pas. Moi, ce qui m'a posé problème, c'est à partir du moment où on va me demander des choses qui vont heurter ma déontologie journalistique et mon éthique. Selon lui, la volonté de CNews de valoriser Éric Zemmour était assumée, comme ce 16 septembre 2021. Le jour de la sortie du livre d'Éric Zemmour, la rédactrice en chef de l'époque m'appelle pour me demander d'aller faire un duplex dans une librairie. Je vais donc voir dans les librairies. Il n'y a pas de dédicace d'Éric Zemmour de prévu. Le livre est même pas en tête de gondole. Donc je rappelle ma rédactrice en chef. Je lui dis, écoute, ça ne vaut pas un duplex. Et donc là, elle me répond, en fait, si, on veut absolument que tu fasses un duplex. Et elle va même demander à ce moment-là de prendre le livre, de le montrer à l'antenne et de lire la première page du livre, ce qui, évidemment, ne m'a jamais été demandé pour aucun autre livre politique ou autre. Donc, je refuse de faire ce duplex. Dans un mail que nous avons pu consulter,
La direction lui demande alors de se justifier. Non, je ne refuse pas par principe. C'est juste que journalistiquement, il n'y a rien à raconter. Ce jour-là, je comprends qu'on n'est plus du tout dans une démarche journalistique, on est dans une démarche politique. Il décide de cesser toute collaboration. D'autres journalistes de CNews, sous couvert d'anonymat, nous ont confirmé avoir reçu les mêmes injonctions concernant le candidat Reconquête. Je ne lâche pas d'une basket, on couvre absolument tous ces déplacements. C'était une consigne, on doit toujours être labellé à tout moment. Et on ne couvrait absolument pas les déplacements des autres candidats qui étaient beaucoup plus en tête qu'Éric Zemmour dans les sondages, typiquement. Selon Damien Deparnay, une autre obsession animait la direction de la chaîne à l'époque, l'islam. En février 2021, ses chefs lui commandent un reportage pour le surlendemain, suite au témoignage d'un enseignant de Trappes. Il y a des contestations en classe lors des sorties scolaires, des élèves qui portent le voile ou qui refusent de sortir sans leur voile. Ce qu'explique ce professeur de philosophie, c'est que dans sa ville de Trappes, il y a des quartiers entiers qui sont aux mains des islamistes religieux, des séparatistes. Et donc on va me demander d'aller tourner un sujet à Roubaix en l'occurrence, pour montrer qu'il y a d'autres villes en France qui sont concernées par ce phénomène. Vu la difficulté de recueillir des témoignages sur ce sujet sensible, il explique à ses chefs qu'il est impossible de réaliser ce tournage dans un délai si court. Il dit alors avoir reçu un appel du directeur de l'information en personne. Il va me dire, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller filmer des boucheries halal, tu vas aller filmer des gens en djellaba dans la rue. Ensuite, tu vas aller tendre ton micro à un représentant du Front National. Lui, il va te dire assez facilement que selon lui, il y a effectivement des fanatiques religieux dans les rues de Roubaix. Donc, là, je suis sidéré par ce qu'il est en train de me demander. Et la conversation ne s'est pas arrêtée là, puisque dans la foulée, il m'a dit « Écoute, là, on est en 2021, on va commencer doucement la campagne présidentielle de 2022. Donc tous tes contacts dans les offices de tourisme, tes contacts de boulanger, tous ces contacts-là, tu les oublies, puisqu'à partir de maintenant, on ne va plus faire que du muslim. » Ce sont ces mots. Ce sont ces mots. Sollicité, la direction de l'information de CNews n'a pas donné suite. Nous nous sommes procurés de nombreux documents internes qui attestent de l'importance accordée par CNews à la nationalité des auteurs de délits. Dans ces milliers de messages WhatsApp échangés entre 2023 et 2025, les journalistes de terrain font remonter aux présentateurs et aux rédacteurs en chef les faits divers commis dans l'Hexagone. Une femme de 65 ans a été violée chez elle par un homme qui est entré de force. Nationalité ivoirienne, en situation irrégulière, sous le coup d'une OQTF. La plupart du temps, l'origine du mis en cause est indiquée. Et gare à ceux qui oublient de donner ce détail. Comme ce 28 mai 2022, quand des incidents éclatent autour du Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions. 3 jours plus tard... C'est l'heure du bilan, à la fois pour ceux qui ont été interpellés, pour les gardes... Une journaliste de CNews est en duplex depuis le tribunal de Bobigny pour relater les condamnations des fauteurs de troubles. Qu'en est-il ? 2 d'entre elles sont jugées pour vol avec violence. Un homme de 25 ans qui aurait volé la montre d'une victime mexicaine qui était venue assister au match. Et un autre homme âgé de 34 ans qui, lui, a volé le collier d'une victime britannique. Il est aussi... Dans ce direct et dans le groupe WhatsApp, elle ne précise pas l'origine des prévenus. Comme l'a révélé Mediapart, elle est alors sèchement reprise par le directeur de la rédaction en personne, Serge Nedjar. Marie, merci de préciser la nationalité des condamnés, anglais, espagnol. Oui, bien sûr, je le fais dans mes papiers. Pardon, j'ai oublié ici.
Selon les nombreux reporters que nous avons joints, cette question de la nationalité n'était pas sans arrière-pensée politique. S'il s'appelait Mohamed Abdelkader, bah oui, on se faisait un plaisir de le donner un peu en pâture sur le plateau télé pour que les pseudo-chroniqueurs ou éditorialistes qui étaient là puissent rebondir. Et puis derrière, oui, c'était pour créer du débat, quoi, faire de la polémique. Et ça a aidé dans l'esprit de la direction à faire ce lien qu'ils voulaient faire à tout prix entre l'immigration et la délinquance. En gros, à la fin, pouvoir dire s'il n'y avait pas autant d'immigrés, en fait, il n'y aurait pas autant de filles violées, d'agressions, de vols dans le métro, etc. quoi. Et ce côté je fais peur, et il faut se méfier de l'autre, quoi. L'autre étant, en gros, oui, les musulmans, quoi, pour caricaturer. Pourtant, ce lien de causalité entre étrangers et insécurité n'existe pas. Et c'est la science qui le dit. Le CEPI, un centre de recherche rattaché au gouvernement, a recensé tous les travaux sur le sujet. D'après lui, les études concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Mais sur CNews, ils sont rares à pouvoir porter ce genre de discours, comme cet ex-secrétaire d'État socialiste. Mes amis de gauche me disent « tu sers de caution, tu ne devrais pas y aller ». Les gens de droite m'insultent sur les réseaux sociaux parce que quand ils regardent CNews, ils n'aimeraient voir que des gens de droite. André Valigny, chroniqueur régulier, parle lui d'obsession de l'islam sur la chaîne Info. Il y a quelque chose qui revient souvent dans le débat, qui nous oppose beaucoup, c'est que pour Pascal Praud et d'autres, l'identité française, c'est d'abord l'identité judéo-chrétienne, les racines judéo-chrétiennes. Le jour des funérailles du pape, il s'agace en plateau. On parle beaucoup du pape, du catholicisme, du christianisme, c'est très intéressant, mais inévitablement, vous revenez sur l'islam. Votre obsession, c'est l'islam. Hein. On ne peut pas parler du christianisme, du pape, de l'Église catholique sans revenir sur l'islam. C'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que c'est une chaîne islamophobe ? Non, je pense pas qu'on puisse dire ça. Non, mais Pascal Praud est beaucoup plus ouvert que l'image qu'il donne. Il ne considère pas que l'islam est un problème. Il considère qu'il y a un problème de nombre et que trop de populations issues de la même culture a du mal à s'intégrer vraiment dans un pays qui n'est pas son pays d'origine. C'est ça le problème, c'est un problème numérique. Est-ce que vous comprendriez que les Français de confession musulmane disent on se sent stigmatisé par CNews et par ces journalistes ? Je comprends qu'ils puissent le ressentir parfois, oui. Pour savoir si CNews est vraiment obsédé par l'islam comme il l'affirme, nous avons utilisé un outil de l'Institut national de l'audiovisuel. Il permet de savoir combien de fois un terme est mentionné sur les différentes antennes. Par exemple, entre 2020 et 2024, le mot « islam » a été utilisé à 30 993 reprises sur CNews, soit au moins 2 fois plus que les chaînes concurrentes. Le mot « immigration » à 69 353 reprises, soit 2 à 3 fois plus. Des choix éditoriaux qui valent parfois à la chaîne d'être taxée de xénophobe. Est-ce que dire il faut stopper la migration, est-ce que pour vous c'est xénophobe ? Non, il faut la réguler. Non, mais est-ce que pour vous c'est xénophobe de dire ? De considérer que tous les problèmes de la France sont dus à l'immigration. Mais qui dit ça ? Que c'est le problème. Vous me l'avez dit un jour. Mais qui dit ça ? Mais qui dit ça ? Que l'immigration est le problème dont découlent tous les autres. C'est un problème dont découlent tous les autres. Est-ce que la sécurité découle de l'immigration ? Non. Ah bon ? Mais non. Et à Marseille, c'est quoi le Tunisien ? Mais oui, vous prenez un cas particulier. Je prends un cas qui vient de se passer, pardonnez-moi. Il y a des délinquants d'origine immigrée, il y a des délinquants de souche française. Pour tenter de savoir s'il y a une instrumentalisation de l'information sur CNews, nous avons fait analyser le traitement à l'antenne d'une actualité tragique. Le meurtre de Louise, 11 ans, assassinée en rentrant de son collège en février dernier. Nous serons extrêmement prudents sur la question de l'enquête. Mais force est de constater qu'on vit un nouveau drame. Grâce à un logiciel, force est de constater qu'on vit un nouveau drame.
Nous avons retranscrit une semaine de direct des 4 chaînes info du 7 au 14 février que nous avons confié à une sémiologue, chercheuse franco-américaine à la prestigieuse université de Stanford. Sur CNews, on va parler du meurtre de Louise, moins pour cette histoire tragique en elle-même, pour comprendre le déroulement, l'enquête, etc., que pour dégager une interprétation. Dès les premières heures de sa disparition, la famille de la fillette demande à ce qu'il n'y ait pas de récupération politique du drame qui la frappe. C'est pourtant exactement ce que va faire CNews d'après la sémiologue. Dès le départ, ils vont inscrire Louise dans une série de prénoms. Vous avez eu Lola, Philippine, vous avez eu Thomas, Elias, vous avez eu Elias, Thomas vous avez qui a eu Nicolas, été tué à Crépol, dans un contexte complètement différent, pour faire une sorte de sociologie de ces faits divers. Philippine en septembre, Louise aujourd'hui, des familles détruites et le soupçon qu'elle le soit par des individus qui n'ont rien à faire sur le sol de France existe. Le sous-entendu est que ce sont des enfants français qui ont été tués par des personnes sous OQTF ou bien issues de l'immigration. Au bout de 5 jours, un adolescent français, Owen, avoue le crime. CNews a pourtant débattu de l'immigration pendant toute cette séquence d'actualité. Immédiatement, il y a des responsables politiques qui sont assignés, donc c'est la faute d'une classe dirigeante qui ne veut pas voir, qui est déconnectée, qui est laxiste, qui refuse de voir le problème de l'immigration. Tous les discours diffusés cette semaine sur CNews, ils sont en corrélation avec un discours de droite dure ou d'extrême droite qui lui préexiste, avec notamment un vocabulaire spécifique qui n'apparaît que dans cette partie du champ politique, comme par exemple le terme d'ensauvagement. Une partie de la contre-société est ensauvagée. C'est-à-dire, quand je parle de contre-société, de cette société qui majoritairement est issue de l'immigration. Ce mot n'apparaît que sur CNews dans cette semaine-là. Ils ne veulent pas parler de l'ensauvagement de la société. Et ce mot n'apparaît que dans les discours d'extrême droite sur l'ensemble du champ politique. Je crois qu'il faut admettre cette évidence terrible qui est de dire que les loups sont entrés dans les villes, les loups sont entrés dans les écoles, les loups ont maintenant le visage humain. C'est la défiguration des mœurs françaises, ça c'est une violence immense. C'est vraiment cette idée d'une guerre de civilisation, une France en perdition, ce qui amène du coup des solutions pour remédier à cette crise, qui sont les solutions quand même de l'extrême droite, c'est-à-dire arrêter l'immigration, une politique sécuritaire extrêmement ferme, un changement éventuellement même des règles de l'état de droit, etc. Cette ligne éditoriale axée sur l'immigration est totalement assumée et même fièrement revendiquée par ce chroniqueur. Avant CNews, il y avait des faits d'actualité, il y avait des faits divers qui étaient dissimulés, dont on ne parlait pas parce que ça gênait la bien-pensance. Quelle bien-pensance? Je ne comprends pas très bien. En quoi ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Soyons concrets, dites-moi. Je veux dire, par exemple, tous les problèmes d'insécurité issus de l'immigration étaient largement mis sous le boisseau. En réaction à cela, il me semble que CNews a donné une respiration de liberté particulière dont je sais gré à M. Bolloré. Pour marteler leur message, les médias de la sphère Bolloré vont-ils jusqu'à rapporter des faits erronés? Ils sont parfois accusés de désinformation. Il y a 2 mois, par exemple, un bandeau de bas d'écran diffusé sur CNews sème la confusion dans une commune d'Île-de-France. À Charenton-le-Pont, des habitants s'opposent à l'accueil de réfugiés gazaouis logés dans l'hôtel de ville. L'information est diffusée 104 fois entre 21h30 et 23h. Sauf qu'elle est fausse.
selon le maire LR de la ville. Il n'y a aucun ressortissant gazaoui qui ait été installé à l'hôtel de ville de Charenton, ni hier, ni avant-hier, et pas davantage au cours des mois précédents. 5 réfugiés ont bien été hébergés dans la commune, mais c'était dans un hôtel et dans le cadre d'un rapatriement sanitaire à l'initiative du Quai d'Orsay. Qu'est-ce que vous vous êtes dit quand vous avez reçu cette capture d'écran avec ce bandeau? Dans un premier temps, incrédule, puisqu'il s'agissait évidemment d'une fake news. Ensuite, le sentiment de révolte m'a envahi, hein, c'est-à-dire que je ne comprenais pas qu'il n'y ait finalement aucun appel au cours de cette soirée de la rédaction de cette chaîne pour dire bon, on vous joint pour bien s'assurer que cette information est véridique. Interrogé par des administrés, le maire doit démentir et saisit l'Arcom, l'autorité qui régule l'audiovisuel. Quant à la direction de la chaîne, questionnée sur l'origine de cette information inexacte, elle ne nous a pas répondu. L'association fondée par cet humanitaire a elle aussi été victime d'une polémique montée de toutes pièces selon lui. Quel âge? 4 mois. 4 mois. Bonjour, 4 mois. Utopia 56 soutient ici 130 personnes exilées sans logement. Qu'est-ce que ça vous fait de voir des enfants arriver ici? Ça fait du bien parce qu'on a passé des années avec eux dans les rues de Paris, à droite, à gauche, sous des ponts. Donc ce lieu est prêté par une entreprise. Ça fait plus d'1 an, depuis juillet 2024 qu'on est là. Donc c'est un citoyen et un entrepreneur qui a du cœur. Un hébergement financé à 100% par un particulier. Dans le budget de l'association, il n'y a pas un centime de l'État. Contrairement à ce qu'affirme CNews en commentant ce sondage CSA, institut appartenant lui aussi au groupe Bolloré. Plus de 6 Français sur 10 favorables à l'arrêt des subventions versées aux associations pro-migrants. Une majorité pour que l'État ferme les robinets. 61% des Français, en clair, veulent qu'on arrête de donner de l'argent public aux associations pro-migrants. Gauthier Lebret, sur ce thème, il y a un vrai clivage gauche-droite. Vrai clivage gauche-droite, absolument. Alors on peut citer SOS Méditerranée, Utopia 56, différentes associations qui viennent en aide aux migrants sur Terre comme... L'État financerait Utopia 56. Utopia 56, il y en a beaucoup d'autres. Elle milite pour l'accueil... Une information erronée reprise sur Europe 1. En accusation, État qui les finance pourtant extrêmement généreusement. L'État qui pourtant finance massivement ces associations. On sait que c'est de l'ordre du milliard d'euros que chaque année on verse à des associations comme Utopia 56 qui reçoit beaucoup de financement. La plupart des fonds chez Utopia 56, elle provient en partie de fondations privées, de type Fondation de France, Fondation pour le logement des personnes défavorisées, etc. Et une grosse partie aussi, pour moitié voire plus, de dons de particuliers. Nous avons vérifié. À part 4 000 € donnés depuis 4 ans par la ville de Tours, tous les fonds proviennent du privé. On est quand même dans une machine de propagande à grande échelle où on doit monter les uns contre les autres. Et c'est ça qui fait peur. C'est qu'on peut imaginer qu'on va faire porter les mots des associations et puis des pauvres gens qui sont en face de nous sur les mots de la France. C'est de leur faute. C'est eux, en fait. Ils prennent votre argent. Aussi accusée à tort par Europe 1 d'ouvrir des squats, selon elle, l'association a saisi la justice. Tout comme le parti présidentiel, qui a porté plainte l'été 2024 contre un autre média du groupe, le Journal du Dimanche. Les macronistes dénoncent une manipulation de l'opinion publique. En cause, un article publié le 5 juillet 2024, 48 heures avant le second tour des législatives anticipées, 2 heures seulement avant l'interdiction aux candidats de faire campagne. On est le vendredi soir avant la pause républicaine, le silence républicain, mais je suis très vite informée parce qu'il y a un tweet qui apparaît du JDD en disant effectivement qu'on allait suspendre la loi immigration qu'on avait nous-mêmes portée. Ce tweet a été fait par le JDD, repris instantanément par Jordan Bardella. Récupéré par le Rassemblement national
est immédiatement diffusé sur CNews. Alors, information de nos excellents confrères du journal du dimanche, une partie de la loi immigration va être suspendue. À partir de minuit, il est interdit pour tout candidat de pouvoir communiquer sur ses réseaux sociaux. Donc c'est tout de suite, on vérifie, on échange et on tweet. Vous tweetez quoi ? On tweet que c'est une fausse information, que ça relève de méthodes trumpistes, que ce n'est pas anodin de faire ça à quelques minutes du silence républicain, la veille d'une campagne d'élection qu'on attendait très, très serrée et très compliquée. Par honnêteté vis-à-vis des électeurs, pour qu'ils puissent se prononcer en toute lucidité dimanche prochain, je crois qu'il aurait été bon, de la part du gouvernement, de rendre publique cette information bien avant la fin de la campagne officielle. Le journal du dimanche affirme que la publication d'un des décrets d'application de la loi a été mise en pause volontairement. Quand les lois sont votées, les décrets ne sont pas dans la journée. De façon assez simple, les décrets allaient être publiés. On parle de quelques semaines, quelques mois après la promulgation de la loi. L'information donnée, comme quoi il y aurait une suspension de la loi ou une absence de décret d'application, c'est totalement faux. Il doit y avoir une différence entre une liberté d'opinion, un pluralisme éditorial et la manipulation de l'information. Informer n'est pas manipuler. Informer, c'est donner à voir un certain nombre de faits, et ensuite on se fait son opinion, et ensuite il y a des lignes éditoriales. Là, c'est complètement une fake news. La direction du journal n'a pas répondu à nos sollicitations, mais a maintenu l'exactitude de ces infos dans un article intitulé « Loi immigration, les faits, rien que des faits ». Le décret en question a été publié 7 mois après le vote de la loi, un délai dans la moyenne. Accusation de fake news, d'instrumentalisation politique. CNews, comme toutes les autres chaînes d'infos, est tenue de respecter des règles déontologiques imposées par la loi, mais aussi par le gendarme de l'audiovisuel, l'Arcom. Ce dernier signe avec chaque chaîne privée de la TNT une convention qui fixe toutes ses obligations, comme ne pas inciter à la haine ou à la violence et ne pas encourager les comportements discriminatoires. Ou encore, respecter une présentation honnête des questions prêtant à controverse, en particulier par une distinction entre la présentation des faits et leurs commentaires. CNews est la plus épinglée. Depuis 2017, 14 alertes, dont 8 sanctions et 6 mises en demeure, contre 5 mises en demeure pour BFM TV, 1 pour LCI et aucune pour France Info, d'après les données publiées sur les sites de l'Arcom et Légifrance. Il ne faut pas s'inquiéter, le réchauffement climatique anthropique est un mensonge, une escroquerie. Pour ces propos climato-sceptiques qui contreviennent à ses obligations d'honnêteté et de rigueur, la chaîne a dû payer 20 000 €. Je voulais qu'on parle ce matin de ce qui se passe à Pau, où un collège a été obligé de céder aux pressions de parents musulmans pour mettre à la disposition des élèves des salles de prière à l'occasion d'un voyage scolaire de géologie. 50 000 € pour cette information erronée. En 2022, il y avait 234 300 exactement interruptions volontaires de grossesse enregistrées en France. C'est aussi la première cause de mortalité dans le monde, 73 millions en 2022. Enfin, 100 000 € pour avoir mis l'IVG sur le même plan que le cancer et le tabac. La chaîne est la seule à avoir dû payer des amendes. 8 au total. Elle a conservé son canal en 2025. Face à la commission parlementaire sur la TNT, le grand patron Vincent Bolloré a dénoncé une forme d'acharnement. Et je pense que les chaînes de Canal sont scrutées à la loupe par des tas de gens qui ne souhaitent pas, pour des raisons diverses, soit de concurrence, soit de, je sais pas, en tout cas n'ont pas envie qu'elles demeurent, et font tout un bruit considérable auprès de l'Arcom en disant « regardez, c'est affreux, etc. etc. » Vous savez, le plus grand saint pêche 7 fois par jour dans la religion chrétienne, donc on a de la marge. Je vous remercie, chers collègues. Tous ces rappels à l'ordre sont-ils pris en compte par la chaîne d'information ? Dans son contrat,
CNews a aussi l'obligation d'assurer le pluralisme de l'expression des courants de pensée et d'opinion, en veillant à ce qu'il y ait une variété des sujets, une diversité d'intervenants et une pluralité de points de vue sur son antenne. En 2021, elle a été mise en demeure pour des problèmes de temps de parole politique, la gauche notamment étant reléguée en pleine nuit. L'ONG Reporters sans frontières a analysé la gestion du pluralisme sur les 4 chaînes d'information, dont CNews, en mars 2025. Elle a notamment scruté la couverture de la condamnation de Marine Le Pen pour détournement de fonds publics dans l'affaire des assistants parlementaires européens le 31 mars dernier. On a écouté les 2 créneaux horaires de forte audience qui suivent la décision. Donc la décision est rendue à 11h. On a analysé le premier créneau prime time le soir de 18h à 21h et le lendemain matin de 8h à 11h. L'objectif ? Étudier le temps passé sur les plateaux à défendre, critiquer ou tout simplement expliquer factuellement la décision de justice. Là, on a le comparatif CNews, France Info, BFM, LCI. Ce qu'on peut noter, c'est que sur France Info et sur BFM, on est sur une couverture qui est assez équilibrée. On a autant de personnes qui passent leur temps à expliquer ou à défendre cette décision de justice que de personnes qui la critiquent dans leurs propos. Donc là, on a un décalage qui est encore une fois assez marqué sur CNews. La différence est abyssale. Le temps passé à défendre la décision de justice ou à l'expliquer, c'est presque 11 minutes, contre 2h26 consacrées à critiquer la décision de justice ou à la défense de Marine Le Pen. Voici, selon l'étude, le temps passé par Pascal Praud à donner son avis personnel sur 1 heure d'émission. 11 minutes 48, contre 10 secondes maximum sur les chaînes concurrentes. Sur le fond, je l'ai dit, cette affaire, je la trouve bien légère. On va vous asséner, vous matraquer pendant plus de 2h30 d'antenne l'idée que la décision de justice qui mène à la condamnation de Marine Le Pen et à son inéligibilité est une décision qui n'a pas lieu d'être, qu'elle est injuste, qu'elle est infondée, etc. Contacté pour réagir à cette étude, CNews n'a pas donné suite. L'Arcom n'a pas souhaité participer à ce reportage. Sur CNews, une autre condamnation a suscité de nombreux commentaires engagés du présentateur vedette. Celle de Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs dans l'affaire libyenne. Il y a une volonté d'humiliation parfois sur des êtres supérieurs. Et il en fait partie. À peine une semaine plus tard, Le Canard enchaîné publie cet article. Le 24 septembre, veille de sa condamnation à 5 ans de prison, Nicolas Sarkozy a dîné avec Pascal Praud dans un palace parisien. Le petit gueuleton s'est tenu avenue Kléber, au Péninsula, en présence de 3 couples. Une information vigoureusement démentie à l'antenne par Pascal Praud. J'ai lu, par exemple, qu'on avait inventé un dîner avec Nicolas Sarkozy la veille de son jugement. C'est évidemment faux. Toute la presse française reprend ça. Je n'ai jamais dîné avec Nicolas Sarkozy la veille de son jugement, et je précise que je n'ai jamais mis les pieds dans un hôtel qui s'appelle le Peninsula. Mais plusieurs sources que nous avons contactées nous affirment que ce dîner a bien eu lieu. Pascal, à 2 reprises, se pavane dans la rédaction et confirme bien avoir dîné avec Nicolas Sarkozy. Il n'a pas donné la date, mais c'était quelques jours avant le jugement. Il a lui-même dit « Je ne devrais peut-être pas trop dire ce genre de choses, parce que mes propos, ils circulent. » Pour en avoir le cœur net, nous avons appelé Pascal Praud. Il ne sait pas qu'il est enregistré. C'était un dîner avec nos femmes à la rentrée, dans un endroit qui était évidemment pas Peninsula,
Et on était, ce dîner-là, on n'a même pas, avec Sarkozy, tu parles pas du procès devant sa femme et devant la mienne et tout ça, c'est des conneries. Par honnêteté pour vos téléspectateurs, vous vous dites pas, je vais assumer de l'avoir rencontré. Je dénonce la collusion entre journalistes et politiques dans d'autres actualités, mais je l'assume pas quand il s'agit de moi. Je le rencontre tout le temps, vous dis-je. Et pourquoi vous l'assumez pas à l'antenne alors? J'ai simplement démenti une information, point. J'ai dit, on me fait dîner avec Nicolas Sarkozy la veille, c'est pas vrai, je suis pas allé au Peninsula, point. Vous avez quand même couvert l'actualité de son procès et de sa condamnation, donc vous pensez pas que ça influence le journaliste que vous êtes? Mais moi, j'ai pas besoin d'être influencé. Moi, j'ai défendu Nicolas Sarkozy sur l'exécution provisoire, point. Dire que Nicolas Sarkozy est un être supérieur, ça n'a rien à voir avec l'exécution provisoire. Je pense qu'effectivement, c'est quelqu'un qui a un parcours, une intelligence, une énergie. Alors, si vous appelez ça supérieur... C'est vous qui l'avez dit. Je l'ai vu à l'antenne, je me suis dit, tiens, c'est intéressant, en quoi c'est une information? C'est comme en sport, si vous voulez, il y a des gens qui sont premiers, des gens qui sont deuxièmes, et ceux qui sont premiers, ils sont supérieurs, voilà. Un peu plus d'un mois avant, l'Arcom avait demandé à CNews plus de mesures, de rigueur et d'honnêteté dans le traitement des procédures judiciaires. L'un des leitmotifs de CNews est aussi de dénoncer le laxisme de la justice et le triste sort des victimes. Comme ce jeune homme, agressé sexuellement quand il était mineur et reçu par Jean-Marc Morandini. Vous avez eu peur à un moment de se dire personne va nous croire au fond, parce que comment prouver ça quand c'est quelque chose qui se fait en tête à tête, quasiment, que ce soit sous la douche ou dans une voiture. L'agresseur, je ne sais pas s'il a été interpellé, il encourt quand même 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Il faudra voir quelle sera la sanction pénale. Vous savez bien que ça veut rien dire. Il encourt, ça veut rien dire. C'est la peine maximum. Non, voilà. La loi existe. Ça ne veut rien dire. Oui, ça ne veut rien dire parce qu'après, qu'est-ce qu'il va avoir? Il va avoir du sursis. S'il est prompt à s'insurger contre l'indulgence supposée des juges, le présentateur et sa chaîne semblent beaucoup plus tolérants quant à ses propres condamnations pour harcèlement sexuel et corruption de mineurs. C'est arrivé quand j'avais 15 ans. Pour être tout à fait honnête, j'ai pensé au pire. J'avais rédigé une lettre quelques semaines après le premier procès en disant que moi je voulais en terminer. Il y a 10 ans, Axel rêvait de faire un stage dans l'audiovisuel. Fan de Jean-Marc Morandini, il le contacte sur les réseaux sociaux. C'est la première fois qu'il témoigne face caméra. Il était très réactif et il utilisait un vocabulaire qui me mettait à l'aise en tant que jeune qui parlait à quelqu'un qui était beaucoup plus âgé que moi. Il me parle un peu d'une série qu'il souhaite mettre en place. Si j'ai l'habitude de la nudité, si ça me dérange, comment je me douche, tout ça, tous ces sujets un peu hyper intimes pour quelqu'un de 15 ans. Et à un moment, il me demande, comme un défi pour lui, de lui envoyer une photo de moi nu. L'adolescent tente d'y échapper. En fait, je suis mineur, donc je veux pas de problème. Oui, en même temps, il y a rien de grave. Tu t'amuses comme tu veux, lol. Dans l'espoir du stage, ils n'auront pas le dialogue. Il est insistant tous les jours, je sais qu'il va me demander la photo de manière très lourde. Donc chaque jour, j'essaie de repousser. Et au bout d'un moment, j'ai craqué. J'ai pris une photo d'Internet et je lui ai envoyé. Ce jour-là, Axel et un autre plaignant découvrent la décision de la cour d'appel. 2 ans de prison avec sursis, inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, une peine aggravée. Les avocats de Jean-Marc Morandini ont saisi la Cour de cassation. En attendant, il reste à l'antenne de CNews. Ces patrons disent présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais par contre, il a ruiné l'adolescence de certaines personnes. Pour l'instant, son groupe Canal+ privilégie le business à la protection des mineurs et des enfants. En tant que victime, c'est un combat qui est très difficile à mener. Et comment voulez-vous que d'autres victimes aillent porter plainte quand on se dit « Ah mais quoi que je fasse, ça ne va rien changer ». Et il va toujours garder son aura, sa caisse de résonance, parce qu'il a une émission quotidienne à la télévision. C'est un pied de nez très malsain que fait Canal+ à l'intégralité des victimes, à l'ensemble des victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de toutes ces choses-là. C'est une image catastrophique qui renvoie.
Ni Jean-Marc Morandini, ni ses avocats, ni CNews n'ont accepté de répondre à nos questions. Les médias du groupe Bolloré continuent d'avancer, déterminés à bousculer les codes. Je pense que le succès de cette chaîne, très populaire au sens littéral du terme, c'est qu'elle est anti-idéologique. Elle est contre l'idéologie en général. Et je me permettrais de dire que pas forcément l'idéologie gauchisante, mais l'idéologie, le prêt-à-penser. Bien sûr que CNews oriente la bourre, parce que oui, ça installe une petite musique. Parce que la télévision, c'est quand même pour beaucoup de gens un instrument où on dit des choses sérieuses, vérifiées. Donc quand vous avez quelqu'un qui vous répète tous les jours, et en plus de manière décuplée, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est tout un système. C'est-à-dire que ce que vous entendez sur CNews, vous l'entendez ensuite sur Europe 1, vous le lisez dans le JDD, ça travaille les esprits, évidemment. À moins de 2 ans de l'élection présidentielle, la première chaîne d'information en continu de France compte bien peser dans le débat public. Et on est de retour avec Philippe Ballard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien journaliste à LCI, aujourd'hui député Rassemblement National, vice-président de la commission d'enquête qui vient de s'ouvrir sur l'audiovisuel public. Merci beaucoup de vous être rendu disponible en catastrophe, puisque je le disais en introduction, normalement c'est une habituée des plateaux de CNews, Elisabeth Lévy, qui devait être dans nos fauteuils rouges, mais elle nous a appelé au dernier moment pour dire qu'elle avait reçu des coups de pression de Pascal Praud et de la direction de CNews, pour une chaîne qui se dit, tout comme vous, attachée à la liberté d'expression. C'est pas terrible d'interdire à un de ces visages de venir porter la contradiction, non ? Écoutez, ça faut leur poser la question. Moi, je suis porte-parole du Rassemblement National. J'aime bien le débat, j'aime bien la confrontation. Vous le rappeliez, j'étais journaliste 40 ans, et pas que sur la chaîne dont vous avez parlé, mais sur de belles radios. On a demandé au total à une vingtaine de personnalités de CNews. Normalement, ce sont des gens qui expliquent qu'ils aiment bien le débat, qui sont interdits d'antenne sur le service public. Et pourtant, ils ne viennent pas s'expliquer quand on a des chiffres et des faits à leur opposer. Écoutez, il faut leur poser la question. Moi, j'ai répondu favorablement parce que j'aime bien m'expliquer sur mon ancien métier, en plus, pendant longtemps, sur une chaîne d'information en continu. Et puis, on est ravis de vous recevoir puisque vous avez effectivement plusieurs légitimités et plein de choses à nous dire. Est-ce que vous diriez, comme l'a déjà affirmé l'ancien garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, que CNews est la première chaîne de désinfo en continu de France ? Écoutez, alors moi j'ai regardé le sujet qu'on vient de voir, j'ai remarqué par exemple 2 fake news, comme on dit en très mauvais français, ou par omission. Vous voyez, vous commencez avec... de la part de quoi, de CNews non, sur le sujet que vous avez... D'accord. C'est France Télé qui s'est Vous parlez des kebabs dans l'Oise, c'est mon département en plus. Ce que vous omettez de préciser, c'est quand même... qu'il y a une stabilité des kebabs, contrairement du nombre de kebabs, alors là, j'ai pas de chiffres, j'ai rien à dire là-dessus parce que j'ai pas vérifié. Mais demander aux policiers, aux gendarmes, c'est quand même la première lessiveuse pour blanchir de l'argent de la drogue quand même. Il faut quand même le préciser. Est-ce que c'est une raison pour dire qu'il y a une explosion des kebabs alors Non, mais il faut quand même regarder ce qu'il y a derrière les kebabs et puis les coiffeurs également qui se mettent en place. Après, sur le lien entre immigration et insécurité, mais au Rassemblement National, oui, nous, on le fait. Moi, je me réfère à la préfecture de police de Paris, où, bon an, mal an, si l'on peut dire, c'est entre 35 et 45% des mises en cause, je dis bien des mises en cause, qui sont étrangers. Mais sur les chiffres, ça dépend comment on présente ces chiffres. Il y a une différence entre causalité et corrélation. C'est pas parce qu'on a plus de la moitié des gens qui meurent à l'hôpital que l'hôpital est dangereux. Vous voyez bien que c'est une manière... Quand la moitié des mises en cause sont étrangers, quand même, on peut s'interroger pourquoi du comment. Il y a des études scientifiques, on va revoir effectivement, c'est le CEPI, Centre d'études prospectives et d'information nationale. Oui, mais ce sont des économistes qui ont fait une compilation de toutes les études qui existent sur le sujet, et qui concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. C'est la différence entre le ressenti, le doigt mouillé et la science. Mais il n'y a pas le ressenti et le doigt mouillé. 25% des détenus français, chiffre du ministère de la Justice, sont étrangers. 25%, d'accord ? Il n'y a pas 25% d'étrangers en France. Oui, parce qu'il y a tout un tas de facteurs, il y a tout un tas de biais qui sont corrigés par les économistes et qui, effectivement, concluent unanimement à l'absence d'impact de l'immigration sur la délinquance. Ou alors, on ne croit plus à la science, on ne croit plus les études. Mais c'est faux. Mais quelle étude ? Quel chiffre ? Toutes les études qui sont citées dans cette... Moi, je vous donne les chiffres du ministère de l'Intérieur, je vous donne les chiffres de la préfecture de police de Paris. C'est pour ça que des chaînes comme
CNews rencontre peut-être un succès, parce que comme il est dit d'ailleurs, ces deux personnes-là qui prennent leur petit déjeuner, ailleurs, on planque la vérité. Enfin, je veux dire, quand Madame Delphine Arnaud, PDG de France Ailleurs, Télévisions... on contextualise, ailleurs, on fait confiance à la science. Madame Delphine Arnaud dit, moi, je voudrais que l'on montre le monde tel que je souhaiterais qu'il soit et pas tel qu'il est. C'est pas tout. Vous connaissez cette citation qui est tronquée. En fait, elle fait référence au nombre de femmes expertes sur les plateaux. Et effectivement, France Télévisions a l'obligation de mettre 50% de femmes expertes. C'est très bien d'ailleurs. Et voilà, vous savez très bien ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire on déforme la réalité, au contraire. Derrière ça, il y a toute une idée qui est véhiculée, y compris sur le service public. Est-ce qu'au nom de la liberté d'expression, on a le droit de dire n'importe quoi, y compris... Non, mais bien sûr que non. Après, encore une fois, je suis pas l'avocat de CNews. S'ils disent n'importe quoi, il y a l'Arcom, il y a la justice qui est là pour taper sur les doigts si on fait mal. Parce qu'on voit il y a des effectivement chaînes qui ont été fermées. Le régulateur, on voit que CNews est largement plus sanctionné que toutes ces autres chaînes concurrentes. C'est même la seule à avoir eu des sanctions financières, 8 et 0 pour toutes les autres. Oui, mais alors... C'est la chaîne la plus délinquante de France. Très bien, là, j'ai pas à commenter ça. Sauf que hier, moi, quand j'ai posé les questions au président Hajdari, des questions précises... Donc, en commission d'enquête, le président de l'Arcom... Je vais citer par exemple Madame Charline Vanhoenacker sur France Inter. Au moment des législatives, fait une émission en public le dimanche soir entre 18h et 19h où elle dit aujourd'hui on va faire une émission contre l'extrême, ce qu'elle appelle l'extrême droite. Je lui en ai parlé hier, il me dit bah oui mais il n'y a pas eu trop de signalements puis ça remonte un petit peu, on va pas pouvoir faire grand chose. France Info TV aussi, je vais vous donner un exemple précis aussi si vous voulez. L'autre jour moi j'écoutais une émission, il y avait le responsable de l'Institut Jean Jaurès qui disait si le Rassemblement National arrive au pouvoir, tous les enfants qui sont nés avec au moins un parent français, donc l'autre étranger, eh bien ne pourront pas acquérir la nationalité française. Il peut y avoir des invités. Il peut y avoir des invités. Alors, en l'occurrence, je ne vois pas quel est cet extrait précisément. Il peut y avoir des erreurs et personne n'est à l'abri des erreurs. Et à France Télévisions, on a une charte du rectificatif. Et quand on se trompe, on le dit à l'antenne. Mais nous, on a beaucoup regardé CNews ces derniers mois. On a halluciné. Je vous propose de regarder un autre extrait. C'était en septembre. Pascal Praud veut faire croire que le service public est en campagne de promotion pour Gabriel Zucman, cet économiste qui veut taxer les milliardaires. Et il invente, des faux noms d'émissions, y compris complément d'enquête. Écoutez. Je vais vous montrer, je prends les uns et les autres à témoin, la tournée médiatique de Monsieur Zucman. Bon, France Inter, question politique, faut-il exterminer les riches ? C'était dimanche. Faut-il exterminer les riches ? Je pense que c'est pas l'intitulé. Je pense qu'il faudrait revérifier l'intitulé. Ah, bon, bah écoutez, c'est celui que j'ai, alors peut-être que... Bon. Complément d'enquête, l'attaque Zucman, chance pour la France, jeudi à 23h. Je vous invite à regarder tous les titres de complément d'enquête. On n'a jamais fait d'émission sur l'attaque Zucman, chance pour la France. Est-ce qu'au nom de son idéologie, de son combat politique, on a le droit d'inventer des fake news comme ça ? Non, mais on n'a pas à le faire. Après, M. Zucman, y compris les macronistes d'ailleurs, moi je me rappelle les débats dans l'hémicycle parce que c'était un des amendements portés par LFI, s'étonnait que M. Zucman soit invité aussi souvent sur les chaînes du service public pour faire la promotion. Tellement invité qu'on est obligé d'inventer de fausses invitations ? Non, mais il fait une erreur, il a fait une erreur, vous le disiez vous-même. Ça peut arriver, on fait un rectificatif après. Il n'y a pas eu de rectificatif de la part de Pascal Praud. Il aurait dû faire un rectificatif après. Mais oui, M. Zucman, quand même, c'était tapis rouge tous les jours quasiment sur le service public. Faut-il exterminer les riches ? Les gens qui regardent CNews, ils disent ah bon, France Inter, ils font des émissions pour exterminer les riches ? Oui, c'est dingue, c'est grave. Les gens qui vont nous regarder ce soir disent il n'y a pas de lien entre immigration et insécurité, mais qu'est-ce qu'ils vont inventer dans le complément d'enquête ? Attendez, vous êtes en train de faire le lien entre nous qui relayons une étude scientifique, une synthèse d'études scientifiques, et quelqu'un qui invente, vous basez sur des, oui, mais qui invente une émission qui n'a jamais existé. Le problème du service public, c'est ça, c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous énoncez des contre-vérités avec un aplomb formidable, avec l'argent quand même du contribuable. On relaie des informations qui sont vérifiées, des informations recoupées. De Matignon. On a une transparence sur nos sources, on les met d'ailleurs en ligne, ce qui n'est pas le cas pour le coup de CNews. Est-ce que inventer de faux noms d'émissions, c'est du dénigrement de France Télévisions ? On sait que France Télévisions et Radio France ont porté plainte contre CNews. Ouais, on verra la suite. Qu'est-ce que je vous dis, si avec ça, dans la vie, ça serait... Vous pensez que c'est pas... Non, mais il n'y a pas à le faire. J'ai été 40 ans journaliste, jamais j'ai inventé un faux nom d'émission, jamais j'ai inventé quoi que ce soit. Est-ce que CNews est une chaîne d'extrême droite ? Écoutez, moi je me rappelle de la campagne présidentielle de 2022, d'une matinale faite par Marine Le Pen, où elle était revenue au siège, puisque je faisais partie de l'équipe de campagne, très remontée contre CNews. Voilà.
Quand Donc, on entend le c'est témoignage pas- de ce journaliste du nord de la France qui nous raconte, face caméra, qu'à l'époque, on lui a demandé de lire la première page du livre d'Éric Zemmour pendant la présidentielle. Vous, en tant que journaliste, on vous a déjà demandé de lire la page d'un livre politique? Aller faire des duplex, ou quand j'étais en radio, aller faire des reportages, on arrive sur place. Ce qui était prévu, ça n'a pas lieu, il n'y a personne. Coco, tu es sur place maintenant, tu fais le job. Hein, donc, voilà. Et ça vous choque pas qu'on demande à un journaliste de lire la page d'un livre politique dans une librairie vide? C'est peut-être pas la meilleure façon de pratiquer le journal. Enfin, après, j'ai pas vu la séquence, donc voilà. Quand on regarde cette étude de Reporters sans frontières dévoilée cette semaine, qui montre que les hommes et les femmes politiques de gauche sont diffusés la nuit sur CNews pendant que les gens dorment, alors que l'extrême droite est diffusée très majoritairement en prime time, est-ce que c'est pas une manière de... Là, c'est rien de nouveau sous le soleil ou sous la lune, C'est-à-dire si l'on veut. Moi, je me rappelle de campagne présidentielle. C'est pas le cas chez les concurrents de CNews. Où on diffusait M. Asselineau, M. Poutou à les meetings. 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Des tout petits candidats, mais pas des forces donc politiques importantes. Donc on faisait... il se passait ce qu'on voit absolument là. Quand on a su que vous seriez notre invité, on a regardé, on a vu que vous étiez cité dans une décision de l'ARCOM et CNews. Ça date de 2021. À l'époque, vous étiez candidat du Rassemblement national et le gendarme de l'audiovisuel est tombé sur CNews parce que ils se sont rendus compte que vous aviez été invité 9 fois en 18 jours, une fois tous les 2 jours. Et CNews ne vous a pas présenté auprès de l'ARCOM comme étant du Rassemblement national. Vous étiez comptabilisé comme quelqu'un de tout à fait neutre. Est-ce que c'est pas une manière de dissimuler un petit peu le temps de parole de l'extrême droite? Écoutez, moi je découvre ça, mais hier on a fait remarquer à M. Hajdaric, patron de l'ARCOM, que par exemple M. Dupond-Moretti n'apparaissait pas quand il intervenait à l'antenne comme une personnalité politique, pas plus que Mme Duflot, pas plus que Mme Ségolène Royal, alors qu'a priori quand même ils ont une petite carrière politique. Ça, c'est à vérifier, mais là, est-ce que c'est de la triche, là, de vous présenter comme une personnalité neutre, alors que vous êtes en réalité candidat de l'extrême droite? Je pense que c'est donc au moment de la campagne des élections régionales, où Jordan Bardella m'avait demandé, ce que j'ai accepté évidemment, et j'ai démissionné instantanément de ma chaîne, d'être candidat. Donc je pense que j'étais assez clair dans mes propos à l'antenne. Les gens devaient très vite remarquer que j'étais candidat du Rassemblement national. L'ARCOM qui a dû mettre en demeure CNews pour ses... tête de liste, c'est marqué tête de liste Rassemblement national à Paris. Donc j'avais le discours du Rassemblement national. Je pense que voilà, je ne pouvais pas le planquer. Hein. Sur le temps de parole politique, cette fois-ci, c'est pas l'ARCOM, c'est pas France Télé, c'est pas RSF qui a fait une étude, c'est le journal Marianne, Hexagone. A priori, Marianne, c'est pas forcément toujours des grands amis du service public. Ils ont remarqué qu'en septembre, le temps de parole dans les matinales, donc dans les 4 vérités, c'était un tiers sur France 2. Et en revanche, sur CNews, 75% du temps de parole pour la droite et l'extrême droite, 21% pour le centre et 4% pour la gauche et l'extrême gauche. Alors, ce que je sais, c'est que quand il y a eu la commission d'enquête parlementaire, alors une autre, sur l'attribution des chaînes de la TNT, il y a des groupes politiques, je pense aux écologistes, Mme Taillé-Polian, qui a dit « jamais on ira sur CNews ». Alors, s'ils n'y vont pas, c'est sûr que le temps de parole, il a tendance à baisser. Ils y vont, mais on les diffuse la nuit. Reprenez les chiffres des invités des matinales sur le service public radio, où on est extrêmement en retard. En tout cas, c'est imparable. Entre CNews et France 2, qui respecte le plus l'égalité du temps de parole d'après vous? Oui, mais peut-être que France 2, la gauche y va, alors que visiblement sur CNews et Europe 1, ils s'en cachent pas, ils disent nous on n'y va pas. Donc, Alors l'an dernier, vous l'avez dit, vous faisiez également partie de la commission d'enquête parlementaire sur la réattribution des fréquences TNT. Est-ce que pendant cette commission d'enquête, vous avez auditionné notamment Vincent Bolloré, l'actionnaire tout-puissant du groupe Canal et de CNews, on vous a dit toute la vérité, rien que la vérité? Je propose d'écouter ce que disait Vincent Bolloré à l'époque. Avez-vous déjà été à l'origine d'une ou plusieurs émissions sur votre chaîne, sur vos chaînes? Directement, non. Quand je suis arrivé chez Canal, j'ai fait 0 émission. Comme vous l'a dit, et Serge Nedjar, et Gérald Brice-Viret, et Maxime Saada, de même qu'ils ont déclaré que je ne les avais jamais gênés ou poussés sur des programmes. Voilà, donc à écouter Vincent Bolloré, il n'a aucun rôle éditorial. Et alors on a été très surpris parce que l'été dernier, Philippe de Villiers, qui a aujourd'hui son émission sur CNews, raconte comment il a été approché par Vincent Bolloré, qui serait venu le voir, qui lui aurait dit « ta parole manque, elle est attendue ». Philippe de Villiers lui aurait répondu « mais je ne suis pas un homme de télévision, je ne suis ni chroniqueur ni éditorialiste ». Et Vincent Bolloré lui aurait répondu « eh bien, on inventera une formule où tu seras les deux ». Ce qui est le cas. Chaque semaine, maintenant, Philippe de Villiers a son émission d'1 heure. Qui a menti, Vincent Bolloré ou Philippe de Villiers?
Non mais écoutez, encore une fois, moi je suis député Rassemblement National, ancien journaliste, porte-parole du Rassemblement National, et je suis pas porte-parole de CNews ou du groupe Bolloré. Donc je... De savoir si Vincent Bolloré vous a menti sous serment, c'est important. Bah, il lui a, d'après ce que je lis, il lui a demandé de revenir. Bon, cela dit, il fait de bonnes audiences. Est-ce que Vincent Bolloré, vous pensez qu'il vous a menti les yeux dans les yeux quand il a dit qu'il n'avait pas de rôle éditorial, qui n'était pas à l'origine des missions? Ah ben, qu'un patron fasse savoir qu'il faudrait peut-être aller actionnaire, par là, il n'est pas patron. là, Et normalement, il n'a pas le droit. Enfin, l'actionnaire, il est patron. Dont ça se déroule dans beaucoup de chaînes, et je l'ai connu dans le service public. Parce que donc, pas de rôle éditorial officiellement pour Vincent Bolloré. Il n'y a pas que Philippe de Villiers qui a dit autre chose. Michel Onfray aussi, qui a eu aussi son émission grâce à Vincent Bolloré, si on l'écoute. Quand Vincent Bolloré me demande de faire cette émission, je me dis, mais il y a la possibilité de parler à plein de gens, ça donne non pas des droits, mais des devoirs. Ce que dit Michel Onfray, oui, ça donne des droits et des devoirs. Oui, mais il dit aussi que c'est Vincent Bolloré qui lui a demandé de faire une émission. Donc, écoutez, il faut lui demander. Moi, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise? En tant que membre de la commission d'enquête, savoir si Vincent Bolloré vous a dit la vérité ou s'il vous a menti sous serment, ça ne vous intéresse pas? On pourra poser la même question pour tous ceux qu'on va auditionner dans la commission d'enquête parlementaire sur le service public. D'accord, on peut faire la fiction et lire l'avenir, mais là, est-ce que vous pensez que ce potentiel faux témoignage devrait être signalé à la justice? Oui, je pense qu'il y a beaucoup plus grave. Quoi. Donc ça vous paraît pas gênant? C'est pas que c'est pas gênant ou gênant, il fait de l'audience. Je crois qu'il fait 1 million de téléspectateurs. Je parle de Philippe de Villiers. Onfray, il doit faire 700 000, 800 000 le samedi. Donc voilà. Alors une dernière singularité de CNews sur laquelle on aimerait bien vous entendre, c'est ce qui peut apparaître comme une sorte de double discours à l'égard des délinquants. On prône la fermeté, la tolérance zéro, mais pas pour un des animateurs vedettes de la chaîne, Jean-Marc Morandini. Vous êtes souvent sur son plateau. Il a été condamné en première instance et en appel pour corruption de mineurs. Il attend la décision de la Cour de cassation. C'est pas problématique? Il attend, vous venez de le dire. On attend la décision de la Cour de cassation, donc il y a toujours une procédure en cours. On ne commande pas une procédure en cours. Alors, vous me direz, normalement, on est censé ne pas commenter une décision de justice que tout le monde fait. Sur les plateaux de CNews, en général, on n'attend pas la décision de la Cour de cassation pour faire des grands débats à partir d'un fait divers. J'attends la décision de la Cour de cassation. Et si la Cour de cassation confirme la condamnation? Là, c'est autre chose, oui. Vous n'irez plus sur son plateau? C'est autre chose, c'est une condamnation de prononcer. Effectivement, comme on dit, les cartes sont rebattues, oui. Eh bien, merci beaucoup, Philippe Ballard, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce soir, à la rédaction en chef, c'était Séverine Lebrun et Clément Castex, Julien Paul Simon à la préparation des plateaux, Jérôme Plessis à leur réalisation. Tout de suite, c'est Nous les Européens, présenté par Éléonore Gay. Excellente fin de soirée à tous sur France 2.